Hello, moi c'est Caro de Betty Jane. Hola les gens, je suis Emma alias Frendy Couture. Bienvenue sur le podcast de Deux filles en aiguille. Un podcast fun et piquant avec deux passionnés de couture. Sachez que ce podcast vidéo est divisé en deux parties. Cet épisode est disponible sans pub en intégralité sur toutes les plateformes d'écoute. N'oubliez pas qu'à la fin de cette partie 1, nous vous donnons rendez-vous pour la suite. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast Deux filles en aiguille présenté par moi-même, Frendy Couture, Emma et notre magnifique, superbe qu'on adore tous, Betty Jane Caroline. Salut Emma. Je suis trop contente de te retrouver. Ah, moi aussi, ma belle. On s'adore. Enfin, on s'adore. Ça dépend des sujets. Mais en règle générale, on s'adore. Comment ça va, Caro, aujourd'hui ? Ça va trop bien, surtout que le sujet du jour, je trouve ça cool. Voilà. Oui, on a voulu changer un petit peu. On va pas parler que de couture sur notre podcast. On va parler de beaucoup de choses différentes, de sujets qui nous touchent, qu'on a envie de partager avec vous. Et puis le but du podcast, c'est que vous passiez toujours un excellent moment à notre compagnie, mais c'est d'ouvrir aussi les sujets, les discussions, les réflexions. Je pense que c'est toujours intéressant. C'est de vous faire réfléchir un petit peu. Allez, soyons fous. Carrément, et aujourd'hui on va un peu parler de nous, hein. On va un peu se recentrer sur notre nombril. Oui, on a raison. On s'est dit que finalement, en fait, on avait directement parlé à notre audience et que parfois, il y avait peut-être des personnes qui nous découvraient autour du podcast et que ce serait pas mal de se présenter, en fait. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on ne l'a jamais fait sur le podcast. Donc, il était grand temps qu'on parle de nous, qu'on se présente à vous, de nos parcours et aussi de ce qu'on faisait maintenant, de nos envies, de partager un peu tout ça aussi, et puis de vous apporter un point de vue de deux personnes. Maintenant, je me mets dedans, ça me fait toujours bizarre de dire ça, mais dont c'est le métier, en fait. C'est on vit de ça. On vit de quoi d'ailleurs, Caro, c'est ça. Hein, on va rentrer dans le détail, parce que personne ne sait, c'est un mystère. Mais on va peut-être commencer tout simplement déjà par vous parler de nos pseudos, parce qu'on ne s'appelle pas Caroline et Emma dans nos pseudos, et donc on a des noms de scène, voilà, et pourquoi parce que c'est vrai qu'en fait, il y en a qui nous suivent sur Instagram, parfois sur YouTube, il y en a qui nous ont retrouvés sur les podcasts alors qu'elles ne nous suivaient pas depuis un moment. Oui. Donc voilà, elles connaissent peut-être pas à chaque fois nos histoires, et donc voilà, moi je suis donc Betty Jane, Caro de Betty Jane. C'est vrai que parfois on m'appelle Betty, et parfois on écrit dans le commentaire « Ah oui, Caro, Betty Caro » et on a Frendy Couture avec nous. Je ne sais pas bien le dire d'ailleurs exactement, et donc explique-nous tout, comment on le prononce bien et comment tu es arrivée à ce nom de scène. Alors, écoutez, j'espère que vous avez du temps devant vous. Prenez-vous une petite tisane pendant que, j'ai envie de dire, Père Castor, pour celles qui ont la référence, bien sûr, raconte son histoire. Mais c'était il y a longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé ? À la base, moi, je suis technicienne de laboratoire. Et dans mon métier, on fait une discipline qui s'appelle la microbiologie. Et donc, c'est l'étude des bactéries. Okay. Et il y avait une bactérie que j'aimais bien à l'école. Oui, vous allez voir, vous allez dire, qu'est-ce qu'elle raconte ? Il y avait une bactérie que j'adorais à l'école. C'est... Alors, attendez, parce que du coup, ça fait tellement longtemps, ça doit être Citrobacter frundi. C'est une bactérie inoffensive. Et citro, ça me plaisait bien parce que ça me faisait penser à citron. Waouh, c'est... Ah oui, non mais c'est te dire à quel point c'est tordu mon affaire. Et moi, j'ai commencé Instagram, je pense que c'était les débuts d'Instagram, il y a une petite dizaine d'années. Et je me cherchais un nom de scène. Et je voulais pas m'appeler Emma. Emma Couture, me demandez pas pourquoi, j'avais pas envie. Je voulais autre chose. Je voulais quelque chose qui mélange et mon métier et ma passion de la couture. D'accord. Et je me suis souvenue de cette bactérie que j'aimais bien. Et je me dis, je vais pas m'appeler Citro Couture, ça va pas. Et donc, j'ai gardé le début. Donc, ça fait Frendy, le début du nom de la bactérie, donc référence à mon métier de technicienne de laboratoire. Et la couture, ma passion pour la couture. Sauf que moi, quand j'ai décidé ça il y a plus de 8 ans, jamais je me suis dit, c'était juste un pseudo pour Instagram pour garder l'anonymat, si vous voulez. Ainsi, jamais tu t'es dit, un jour, ce sera affiché sur une étiquette. Mais non, jamais de la vie. Sauf que, voilà. Donc, je me suis lancée sur Instagram et je me suis lancée quasiment tout de suite sur YouTube et la mayonnaise a prise. Et après, je me suis dit, tant pis, je change plus de pseudo, ça reste comme ça. Et vu que tout le monde me connaît sous Frendy,
Couture et que certaines personnes comme toi m'appellent aussi Frundy. Ça n'est pas mon prénom. Et il y a même des personnes qui m'ont dit « Ah, mais alors moi j'ai fait de l'allemand, est-ce que ça a un lien avec l'allemand ?» Pas du tout. Pas du tout. Je casse tous les rêves. C'est un nom de bactérie. D'accord. Voilà, Eh ben, écoute, mais c'est marrant parce que, en fait, quand tu as commencé à expliquer, je me suis dit, du coup, on n'avait pas dit qu'on parlait de nos noms parce que tu parlais directement de ton parcours. Je dis, on n'avait pas dit. Et puis, je t'écoute et je suis là, quoi? Ah, punaise! Ah oui, d'accord. Ça a un lien. Punaise, oui, voilà pourquoi, madame. Et alors, j'adore quand tu dis Père Castor pour ceux qui ont la référence. Donc, du coup, j'adorais ça. Tu es née dans les années 90, 90. Oui, je suis une... Comment on appelle ça? Alors, on n'est pas la génération... On est des millenniums. C'est pas ça, nous? Oui, c'est ça, je crois. Je crois que c'est ça, nous, les années 80. Oui, je suis née en 1989, toi-même, tu sais. Voilà. Ben voilà, moi je suis de 90 et du coup le fait de dire 90 a introduit le fait que je suis de la région Belgique, mais ça on en avait un peu parlé sur un autre podcast. Oh, puis ça s'entend, hein, il y a un petit accent quand même. Quoi? Ah si. Les cuisses. Mais quoi? Mais bon, je suis pas d'accord. Moi je trouve que c'est quand je dis papier collant et que vous me dites qu'est-ce que c'est? Mais à part ça, voilà. Je peux prendre un accent belge si tu veux, je peux le faire, hein. Mais ça risque d'être très long. Et donc du coup, Frundy Couture comme nom de scène, c'est resté. Et donc tu dis que la mayonnaise a pris sur YouTube. Est-ce que tu parles de ton nom de scène, je parle de mon nom de scène, et puis après tu parles de ton parcours? On fait comme ça? Non, pas faire de monologue. Donc j'allais te poser la question. Et toi, alors moi j'aimerais bien aussi comprendre pourquoi Betty Jane, qui est quand même n'a rien à voir avec Caroline aussi. T'aurais pu t'appeler Caroline Jane. Caro Jane. Effectivement, ça c'est arrivé en première année de stylisme, donc j'ai fait les études supérieures en stylisme, on en reparlera après dans le parcours, et en fait on a reçu nos bustes, on avait tous reçu nos bustes, et donc en première année t'arrives et t'es content, après un mois t'as ton premier buste, on commence à mettre les bolducs dessus, et tout le monde lui trouvait un petit surnom, donc il y avait Suzanne, Josiane, voilà, on avait toutes les filles qui nommaient leur buste. Et moi, je regarde le buste et je me dis, elle va s'appeler Betty Jane. Et puis, ma pote, elle me dit, mais pourquoi? Mais ça m'est venu genre vraiment d'un coup. Et je me suis dit, ça va faire un mix de mes deux personnalités. Je veux un truc, Betty qui fait un peu la pin-up, qui est la girly à fond. Ouais. Et Jane, qui est en référence à Jane de Tarzan, qui est l'aventureuse qui n'a pas peur de foutre ses pieds dans la boue, qui marcher à pieds nus et de courir dans les arbres. Et souvent, on me dit Jane comme Jane Austen, enfin vraiment une référence un peu culturelle. Et je suis là, alors pas du tout. Moi, c'est la Jane de Tarzan. Voilà. Et comme j'aimais pas le Jane J-A-N-E, je trouvais qu'il manquait un truc. J'ai préféré mettre un E dedans, mais ça m'est aussi apparu tout de suite comme une évidence, ce qui enfin voilà, je me suis jamais dit un jour il faudra taper un site internet, etc. Et parfois, enfin voilà, il y aurait une faute d'orthographe parce que Betty, voilà, facile, mais J-E-A-N-E. Souvent déjà quand je dis J, on met G, et puis mais il y a deux N, un N, il y a un E avant, enfin bref. Du coup, voilà, c'était pas super bien réfléchi au niveau du marketing, mais ça m'est resté. Et en fait, quand je me suis retrouvée devant le monsieur qui note les noms d'entreprises des années plus tard, presque 10 ans plus tard, il m'a dit comment on nomme votre entreprise, et moi j'ai dit Betty Jane, c'est déjà pris? Il a dit non. Je dis parfait, on écrit ça, et voilà, c'était lancé. Ça c'est fou. Et à aucun moment tu t'es dit quand je lance mon entreprise, je vais peut-être changer de nom, tu voulais pas quelque chose? C'était collé à moi. Ouais, comme moi en fait. Ça fait tellement longtemps, c'est vraiment le même sentiment que j'ai eu. C'était même pas collé au niveau des gens, parce que toi, t'avais déjà ta communauté, etc. Alors moi, c'était collé vraiment à mon identité, quoi. C'était, en fait, pendant 3 ans, ou pendant mes études supérieures, pendant 3 ans, Betty Jane mon mannequin était vraiment ma seule copine, parce que voilà, je le voyais. J'ai passé 3 ans de nuit blanche. C'est le moment triste de ce podcast. Vous pouvez verser une larme pour Caroline. Il n'avait pas d'amis, hormis ce faux mannequin. Triste jeunesse. J'avais des copines à l'école, mais non, je ne sortais pas en boîte. J'ai fait que bosser pendant 3 ans, et donc du coup, c'est vrai que, et puis il faut se dire quand même que amener son buste de son cote, de son appart à son Excusez-moi, à l'école. je peux revenir sur ce mot?
de son cote. Ah ouais, c'est vrai, c'est belle. Donc il n'y a pas que le papier collant. Il y a plein de mots, madame. On pourrait faire un podcast dédié à ça, s'il vous plaît. Après, il n'y a pas de belgicisme en couture, donc du coup, on s'éloignerait un peu du sujet. Mais c'est vrai, le code, c'est vrai que c'est belge, c'est un belgicisme aussi. Mais vous dites quoi, un appartement pour étudiants? Oui, un studio. Un studio, ok. Et ben nous, ça s'appelle la cote. Et donc du coup, et alors quand on est en coloc, on appelle ça nos cocoteuses et nos cocoteurs. Ah non. Je connaissais pas du tout. Pour la petite parenthèse. Mais donc, j'ai amené ce buste de l'école à mon appartement et de mon appartement tous les jours. Donc, on a un caddie, tu vois. Ah ouais, d'accord, ok. Avec tous les jours, tu devais le transporter. Ah, ça devait être beau. On le transporte avec le métro, en métro, avec nos papiers de coupe. On a les règles qui font 1 mètre. Enfin, donc, vraiment, on lie un lien d'attachement à ce buste. Quelques années, et puis on passe des nuits blanches à faire du patronage dessus, donc voilà, oui, et en fait à la fin de mes études, il fallait nommer notre cliente idéale pour qui on créait, et pour moi voilà, c'était pour Betty Jane, et puis et donc voilà, c'est resté collé, donc voilà, j'ai un peu débordé sur mon parcours, mais voilà pour l'histoire de Betty Jane. Et donc, mon parcours, tu le sens, a été vraiment tout au long inspiré de la couture, mais toi, pas du tout. Bah non, pas du tout. Bah parce que moi, c'est venu après toi. Si tu veux, moi, j'ai découvert la couture, alors sur le tard, mettez-en des grandes guillemets, hein. Il y a des personnes qui découvrent la couture quand elles sont à la retraite, à plus de 60 ans. Donc, c'est pas si tard que ça, finalement. Non, bah moi, j'ai fait mes études. Voilà, j'ai eu mon BTS analyse biomédicale. J'ai trouvé tout de suite du boulot. Donc j'ai travaillé tout de suite en études supérieures. Je t'interromps, mais c'est pour bien. Donc c'est une étude supérieure, c'est une étude de ouais, bah c'est après le bac, c'est un BTS. Voilà, les BTS, nous en France, ça, je sais pas s'il y a un équivalent en Belgique. Non, en fait, c'est ça que je sais pas. En fait, le bac, je sais que ça correspond à la dernière année de secondaire chez nous, mais c'est le lycée du coup. Oui. C'est ça. Donc, c'est la dernière année quand t'as 18 ans. Et en fait, en France, on a un truc particulier. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nos diplômes, on a du mal à les faire reconnaître à l'étranger. Il faut souvent passer des passerelles, des équivalences. C'est parce qu'en France, on a ce qu'on appelle les brevets techniques supérieurs, donc les BTS, qui se font dans des lycées. D'accord. Donc, en fait, quand t'es au lycée, t'as encore 2 années supplémentaires que tu peux faire. Donc, D'accord. une fois le bac, moi, j'étais toujours au lycée, mais j'étais mélangée avec les lycéens. Mon Dieu, c'était horrible. Je supportais pas. Je pouvais pas aller voir ces petits jeunes. C'était la guerre à la cantoche. Bref. Et on a des cours, on a des profs, mais pour les BTS, en fait. Et du pour coup, les années. C'est des supérieurs, mais de 2 ans, 3 ans? Brevet technique supérieur, c'est 2 ans. Ok. Et donc, tu peux les passer c'est un diplôme que tu peux passer en standard. Donc, les brevets, les BTS, t'as toujours du stage à l'intérieur parce qu'il faut toujours que t'aies une partie un peu où tu rentres un peu dans le métier. Pardon, et tu peux même le faire en alternance, ce BTS. Pose plein de questions sur les études françaises. Oui, mais écoute, ça peut être intéressant parce que je pense qu'il y a plein de parents qui nous écoutent ou peut-être que leurs enfants ont 18 ans, justement, ou 16 ans. Et ils disent, mais qu'est-ce qu'on va en faire de jeunes-là? Bah, sachez que le BTS, c'est très bien. Et donc, je l'ai fait pendant 2 années. Donc, je trouve du boulot tout de suite derrière parce que des techniciens de laboratoire, on en a toujours besoin. Et d'ailleurs, technicien de laboratoire, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est. Bon, avec le Covid, on a eu le vent en poupe, on est devenu très tendance. Alors qu'avant, personne ne savait qu'on existait. Donc, sachez que quand vous allez dans un laboratoire, qu'on vous prélève du sang, comment vous avez les résultats du moment où quelqu'un prend votre sang et le met dans un petit tube et qu'après, vous avez une feuille avec des chiffres dessus, c'est mon métier. C'était ça, mon métier. Donc, je prends le sang, je l'analyse et je vous dis « Ah, vous êtes en bonne santé » ou « Ah, vous n'êtes pas en bonne santé ». Ah ouais, voilà. C'est précis, quoi, le truc. C'est très, faut pas éternuer dans les fioles, quoi. Non, mais ça change rien. Tu peux éternuer dans les fioles, mais parce que c'est... on regarde les vitamines, les protéines, on regarde un milliard de trucs, les votre fer, votre machin. Ouais, moi j'en ai fait, ouais. Parce que ça, c'est un certificat qu'on passe à côté. Ok. Donc je l'ai eu, ça s'appelle le certificat de prélèvement. Une fois que tu l'as, il est valable à vie. Même si, moi, là, ça fait 10 ans que j'ai pas prélevé, je peux me pointer demain dans un boulot et faire que du prélèvement. Mais ça fait 10 ans que j'en ai pas fait, donc je peux te dire que les premières, elles vont souffrir. Les premiers patients, ils souffriront. Le temps que je me refasse la main. Mais donc rien à voir avec la couture à ce moment-là? Non, et puis je connais pas la couture. J'ai fait de la couture dans ma jeunesse avec ma mère, des petites bidouilles.
Mais voilà, mais comme j'ai fait pas mal de loisirs créatifs quand j'étais petite, parce que j'aimais bien ça. Tu vois, j'ai fait les Scooby-Doo, j'ai fait les perles, les crocodiles en perles. T'as fait ça quand t'étais jeune? Ah, bien sûr. Les bracelets, Les bracelets brésiliens. Ah, punaise. Je connaissais le livre par cœur avec tous les nœuds. Oh, j'adorais faire ça. Donc j'ai toujours, mais je pense que ça c'est un truc que t'as en toi ou pas, j'ai l'impression, le truc d'être manuel. Ah ouais, d'être créatif. Je pense que soit tu l'as pas du tout. Genre mon copain, il l'est pas pour un sou. Et je pense que c'est une manière dont le cerveau est construit. Et donc moi j'étais hyper créative, donc je me retrouve dans un truc où il y a zéro créativité. Ouais, les filles qui doivent nous écouter, elles doivent se retrouver sur le truc genre on est créative. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, ça leur fait du bien. Attends, c'est vraiment une parenthèse dans la parenthèse, hein, où on digresse, c'est un truc de fou. Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi, la couture leur apporte ce que leur métier ne leur apporte pas, parce que je pense qu'au final, t'as quand même beaucoup de métiers qui te demandent zéro créativité, où on te demande juste de suivre des process. Non, oui, mais t'as raison. Hein. Mais c'est ce qui s'est passé avec toi, de toute façon. Oui, donc moi, on m'a formaté pendant 2 ans à suivre des procédures ou des modes opératoires où vraiment, c'est au milligramme près, tu dois faire ce qui est écrit sur la feuille. Il y a tu n'as pas le droit de changer un truc. Voilà. Okay. Donc ça, j'ai été formatée à faire ça. Et puis après, j'ai travaillé tout de suite. Et donc, je devais suivre des procédures. Donc, j'ai bossé pendant 2 ans. Voilà. Et après, je me suis retrouvée au chômage. Et c'est là que la couture, je sais pas, tout d'un coup, comme si t'avais une éclaircie, tu vois. J'ai vraiment eu un nuage, voilà, c'est ça. Tout d'un coup, les nuages se sont écartés. Et il y a un soleil derrière ces nuages, j'étais même pas au courant. Et c'était la couture. Et donc, je me suis lancée dans la couture. Et c'est là que Frundy, chaîne YouTube, est arrivée. En fait, le vrai truc, c'est que moi, j'avais déjà découvert le monde de YouTube via le maquillage quand j'avais 18 ans. C'était les tout débuts de YouTube. Il y avait peut-être que 4 gonzesses en France qui parlaient de maquillage et j'ai adoré ça tout de suite. Donc, moi, j'avais quand même le petit truc créatif que j'avais, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le délire du maquillage, tu vois, de fait de maquiller alors que je travaille de chez moi, mais j'adore ça parce que pour moi c'est de la création, c'est comme si tu peignais, pour moi c'est pareil. Oui, je suis d'accord. Et donc on a ça en commun, vraiment. Ouais, on a ça en commun, le make-up. Et moi j'ai adoré, et donc je me maquillais, c'était mon truc tous les matins, je m'amusais avec mes palettes de couleurs, j'étais enfin vraiment j'étais limite une drag queen quand j'arrivais au boulot parce que c'était vraiment très des gros make-up hyper chargés, les yeux, je mettais tout sur les yeux, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et j'adorais ça. Et donc c'était mon tout petit truc créatif, et je m'en étais un peu voulu, entre guillemets, de jamais avoir osé me lancer sur YouTube. Ça m'a toujours appelé ça, d'avoir ma chaîne YouTube. Et au départ, je m'étais dit, mais pourquoi je me suis jamais lancée pour le maquillage et tout ça? Et je me suis toujours trouvé des excuses en me disant, ouais, mais j'ai pas la bonne caméra et tout ça, et j'ai jamais osé. Et quand je suis tombée dans la passion de la couture et que j'ai vu à quel point j'adorais ça, je me suis dit, mais en fait, je referai pas la même erreur. Ce truc de YouTube, j'ai envie d'essayer. Et il y avait aussi l'histoire de la représentativité, et ça, je pense qu'un jour, il faut aussi qu'on en parle dans un podcast. C'est vrai. Parce que c'est un vrai sujet. Et j'en avais déjà, il y avait pas beaucoup de chaînes YouTube de vidéos couture, hein. Je pense que c'est pareil, il y avait peut-être 4-5 nanas qui le faisaient, et j'ai découvert les podcasts couture et je me suis dit, moi je veux faire ça et je veux être représentée, j'en ai marre de pas être représentée, et si j'attends que quelqu'un me ressemble, en fait c'est comme quand j'étais ado, je peux attendre pendant 10 ans comme ça. Donc je me suis dit, bah je vais être la métisse qui représentera les métisses. Et voilà, et qui représentera les personnes, parce que c'est pareil, les premières filles, alors je sais plus du tout qui a commencé, puis il y a des filles qui ont arrêté depuis, mais c'était toujours des couleurs plutôt ternes, qui me ressemblaient pas, et moi je me suis dit, mais moi je couds du wax, bah je veux mettre du wax en avant, je couds de la couleur, je veux mettre de la couleur en avant, donc ouais, c'est pour ça que je me suis lancée, c'était et puis je me suis dit, forcément, si moi, je trouve que je suis pas représentée, d'autres personnes se disent forcément la même chose, et ça va leur faire écho, en fait. Et je pense que c'est ça aussi. C'est une très bonne réflexion. Et on en avait parlé dans notre vidéo par rapport aux princesses, et c'est vrai que ça pourrait faire un truc de la représentation. Ne me relance pas là-dessus. Non, on se relance pas là-dessus. mais c'est super important, et t'as raison et c'était une super bonne idée. Oui, je suis pas mécontente de mon idée de l'époque, on va pas se mentir. Et donc, la sauce a pris sur YouTube, parce que t'as une communauté super engagée. Et puis, t'as continué à partager ta passion, et puis...
Et puis Les j'ai années ont passé. continué, ouais. Alors Parce que avant, t'as je retrouvé un pense que... travail à ce moment-là. Alors, mais non, en fait, la chronologie est pas bonne. C'est-à-dire que donc j'ai été au chômage, mais j'y ai pas été longtemps. Je crois que si j'ai été 2 mois, c'est le grand max. Et donc là, j'ai commencé à coudre. J'ai retrouvé du boulot. C'était dans un labo privé. Les conditions de travail, on s'étendra pas dessus. Ce truc a été revendu, c'est normal. C'était tellement nul. Le truc, il a fallu prendre feu au moins 10 fois. Enfin, c'était une catastrophe. Et j'étais pas bien dans ce travail-là. J'y suis pas restée longtemps, mais en fait, quand j'ai retrouvé du boulot, j'ai délaissé complètement la couture parce que j'osais me dire à l'époque que j'avais pas le temps de coudre, ce qui est complètement faux. Donc les mois se sont passés et j'ai plus du tout touché à ma machine. C'est aussi un sujet de podcast. Et donc je n'ai plus du tout touché à ma machine. Je l'ai mise de côté, j'ai mise de côté. Et ce qui m'a sauvée, c'est que j'ai commencé à coudre, je crois que c'était au mois d'octobre. Les gens se sont engagés dans la brèche, purée et mal fait de la couture. C'est-à-dire qu'à Noël et mon anniversaire en décembre, j'ai eu que des cadeaux autour de la couture. J'ai eu des bouquins de couture, j'ai eu un abonnement Burda Style pendant 1 an et j'avais eu un bon à utiliser chez Mondial Tissu. Je sais plus la somme, je crois que ça devait être 50 ou 60 balles. Ah ouais. Et donc, tous les mois, je recevais les magazines Burda, mais je cousais pas. Je cousais plus. Donc, je les regardais et je retombe en ouvrant mon portefeuille sur mon bon à utiliser qui allait arriver à péremption. Je sais pas, je crois que ça m'a pris au mois de juillet, un truc comme ça, je devais être en vacances. Et je tombe sur ce bon-là. Le soleil. Oui, je suis très sensible au soleil, tout le monde le sait. Et je tombe là-dessus et je me dis, hop, j'ai intérêt à l'utiliser, le machin-là, il va être périmé. Je ressors mes Burda que j'avais reçus, je cherche un modèle et je me dis, ok, aujourd'hui, je vais à Mondial Tissu, j'utilise ce bon. Et alors, je sais pas, ça a fait un déclic dans ma tête à ce moment-là. Donc, je suis arrivée avec mon petit magazine Burda Style. Je suis arrivée avec la vendeuse qui n'y connaissait rien dans le tissu, mais c'est pas grave. Et je lui ai dit, bonjour, j'aimerais faire ça, je fais quoi? Je le fais dans quoi? Ah, bah, ils vous font un coton. Bah, elle m'a quand même bien conseillé. Elle m'a dit, ah, bah, si vous voulez, on a du wax. Parce que je voulais quelque chose de très coloré. Et à l'époque, je vous dis ça, mes enfants, je veux dire, à l'époque, les cotons, c'était que des popelines pour les gosses avec des petits chatons et des petites montgolfières. Donc, j'en avais rien à foutre. J'allais pas mettre ça sur mes vêtements. Ça n'avait pas de sens. C'était des trucs trop neutres, trop calmes. Il y avait pas beaucoup de couleurs. C'était très triste, très fade, quoi. Très classique. Et je sais pas, il leur avait peut-être 10 rouleaux de wax, qui était pas vraiment un vrai wax, mais c'est pas grave. Et donc, je l'aurais acheté. Je suis rentrée chez moi, j'ai cousu. Et là, ça y est, c'était parti. Ah ouais, là, c'était lancé. Et là, j'ai tout lancé. Instagram, la couture YouTube. t'a attrapé. La couture m'a attrapé et mon amour aussi pour le partage. Parce que, moi, les deux sont liés. J'aime la couture, mais mais YouTube, c'est aussi une passion. Bah, c'est les deux. Les deux sont liés. J'aime partager. Puis j'aime parler. Regardez, je parle trop. Donc, les années passent. Voilà, pour continuer dans mon truc de YouTube. Mes années passent. J'ai quand même fait une pause pendant quasiment 1 an. De couture, ok. Pas de couture, de YouTube. De YouTube? Ah oui. Ah oui, ouais. On en est là. J'ai toujours cousu un tout petit peu, mais j'avais plus envie forcément de partager. La vibe était plus là du tout. Il faut s'écouter, ça c'est important. Il faut s'écouter, ouais, c'est hyper important. Et puis après, bah, c'est revenu. Voilà. Comme ça. Oh là les gens. Et là, je me suis dit, on y va à fond. Une vidéo par semaine, la meuf elle est au taquet, voilà. Et c'est les vlogs qui m'ont permis de revenir plus facilement aussi. Ok, oui, c'est ton grand retour. Moi, j'étais rencontrée au moment de la pause, justement, la pause allait arriver. Ouais, après, oui. Oui, quelques mois après, c'est vrai. Juste à ce moment-là, et parce que ça, enfin oui, et puis j'étais trop contente de te retrouver et puis je crois qu'un de mes plus beaux jours de cette année 2024. Hormis la naissance de mon fils, parenthèse. J'allais dire, Caro, t'es sûre de ce que tu vas dire? Oui, au niveau du business, ça a été ton message qui me disait, Caro, le podcast, je suis prête. Ouais. Oui, parce que vous savez pas qu'elle me drague depuis un petit bout de temps, celle-là, pour son podcast, hein. Finette. Je savais que c'était... Tu le sais, et je te l'ai dit, je voulais que toi. C'était toi ou personne. C'est bon, parce qu'on me l'a jamais dit, alors ça me touche. Et donc, du coup, oui, quand tu m'as écrit, c'était ce moment où tu es revenu, mais tu es revenu à 100%, c'est-à-dire que le travail ne faisait plus partie de l'histoire. Non, plus du tout, parce que... En fait, le truc, c'est que je me sentais frustrée depuis, mais hyper longtemps, depuis des années. En fait, le truc, c'est que je ne pensais
qu'à la couture, qu'à YouTube. Et le boulot, en fait, je me dis toujours, mais j'ai pas le temps ça m'énervait d'être au boulot parce que je me dis, regarde-moi cette perte de temps. Je suis là alors que j'ai tellement de trucs à coudre. Je suis là alors qu'il y a tellement de vidéos que j'aimerais filmer. Je suis là alors qu'il y a tellement de projets que j'aimerais mettre en place. Et après, vous savez, je pense qu'on est tous là, vous avez un confort. Moi, j'étais ultra confortable dans mon travail. C'est-à-dire qu'en plus, moi, je suis titulaire de la fonction publique. Donc alors là, excusez-moi, c'est le gras à l'international. Je suis invirable. J'ai un boulot qui est garanti à vie. J'ai un salaire qui tombait tous les mois à vie. Garanti. Bon, à moins d'une révolution où tout brûle et le système avec. Normalement, voilà, quand vous êtes titulaire de la fonction publique en France, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais je pense que c'est pareil dans l'Europe entière. Oui. Les fonctionnaires, on est protégés, voyez-vous, on flotte au-dessus du reste de l'humanité. Ah oui, je vois, et donc, t'as vrillé. Et parce que j'avais cette petite voix qui me travaille, mais vraiment, ça fait des années que ça me travaille en vrai, hein. Et puis, j'aurais jamais eu l'audace de me lancer complètement dans le vide. J'ai saisi une opportunité parce qu'on m'a proposé du boulot dans une petite mercerie. Et j'ai dit, ok, j'y vais. Contre l'avis de mon conjoint. Mais j'y suis allée quand même. Parce que bon, lui, il voit les choses que moi, des fois, je vois pas. Je me suis mis un peu des œillères. Mais je pense que j'avais besoin de ça pour me lancer moi. Parce qu'en fait, je suis partie donc j'ai pris une disponibilité. Vous saurez, quand vous êtes titulaire de la fonction publique, vous pouvez prendre des disponibilités. C'est-à-dire que la fonction publique m'autorise à partir pendant un certain temps. Je fais ce que je veux, mais l'avantage, c'est que je peux revenir. Oui, et ça, pendant 4 ans, non? C'est pas un truc comme ça? 5 ans max. Ah ouais. Il y en a un truc un peu pareil en Belgique, mais mais t'as bien fait. C'est d'en profiter, de te dire... oui. Bah après, du coup, on n'a qu'une vie. Donc, je prends cette disponibilité à la base pour bosser et trouver un boulot de salarié dans une mercerie. Sauf qu'en fait, quand je suis dans cette mercerie, je me rends compte que c'est toujours pas ça que je veux. Que je m'éclate pas comme je devrais m'éclater. Même si je suis dans l'univers du tissu, j'ai moins de temps. Je peux toujours pas coudre. Je suis encore plus frustrée parce que mes vidéos, je peux encore moins les sortir parce que c'est quand même des gros horaires. Je suis frustrée parce que j'ai l'impression que ma chienne, elle passe ses journées toute seule et ça, j'aime pas ça du tout. Enfin, il y a plein de choses qui font que je me dis, ça va pas. Et quand on décide de s'arrêter autant de son côté que de mon côté, avec la patronne pour qui je bossais, je me retrouve devant le pied du mur. Oui, vas-y, je t'écoute. J'ai une question. Je sais qu'en France, ça peut paraître... on a moins de complexe en Belgique de parler argent, mais on va y venir de toute façon en parlant business. Mais donc, j'ai une question quand même. Quand tu quittes le labo pour la partie mercerie, ça reste aussi... Il y a un gap au niveau financier, déjà. Oh oui. Donc, il y a déjà un gros gap financier. Ah oui, oui. Donc déjà, attendez, excusez-moi, quand même, échelon 4, mes enfants, catégorie A, vous pourrez regarder les grilles... Oui. Ah oui, donc d'accord, donc tu t'es déjà dit, j'accepte de perdre plusieurs centaines d'euros par mois, ouais. Pour on en était là, ouais. Salarié, donc t'avais déjà fait ce process-là financier dans ta tête. Pour plus d'heures, parce que j'étais à 37h30, sauf que j'étais quand même dans le public avec 14 CA, je sais plus combien d'RTT, enfin je pouvais poser au moins 3 mois de vacances à l'année, à me retrouver à dans la vente, négocier pour poser des jours, 40 heures semaine, des horaires d'ouverture, de fermeture du magasin, enfin après voilà, mais ça je pense que tout ça, je le savais, mais en même temps, enfin je sais déjà, enfin je sais pas comment dire, mais je sais qu'une voix intérieure savait très bien que j'allais pas rester bosser pour ce truc-là. J'en parlerai, je pense, quand je parlerai de mon parcours, mais l'instinct. Ouais. L'instinct, en fait, j'étais ultra confiante. En fait, du moment où j'ai eu cette proposition-là, j'ai une voix en moi. Alors après, il y a des gens qui disent que c'est des guides et tout ça, ça dépend de vos croyances, hein, bien sûr. Mais j'ai mon instinct qui m'a dit, ne t'inquiète pas, vas-y. Et pendant tout du long, même quand ça se passait, que je savais que j'étais pas bien et tout ça, il y a cette petite voix qui m'a dit, ne t'inquiète pas. Et quand je me suis dit, ok, quand on a pris la décision de se dire, on s'arrête là à la fin de la période d'essai, et je savais que j'avais le droit à rien, hein. Moi, j'ai pas le droit à du chômage, à aucune indemnité, rien du tout. Eh ben, j'ai toujours cette petite voix qui m'a dit, ok, ne t'inquiète pas, vas-y, t'inquiète pas, c'est pas grave. Donc, tu t'es écouté. Et ça, c'est merveilleux. Alors, tu t'es écouté, t'as fait les calculs ou
Je me suis écoutée, j'ai écouté mon copain qui m'a dit « Alors, écoutez, je suis pas contre le projet, madame, foutu pour foutu. » Non, parce qu'en fait, je me suis dit « Écoute, qu'est-ce que je fais ? C'est soit je toque à la porte du CHU en chialant, en disant « Écoutez, j'ai plus de boulot, faut que vous me repreniez, comment je vais faire et tout ça. » C'était une option. Le CHU, c'est donc le labo, c'est ça ? L'hôpital, le labo, ouais, okay, pour qui je suis en disponibilité, en disant « Je reviens beaucoup plus vite que prévu. » Et donc ça c'était la première, c'était même pas le premier choix, c'était un choix qui s'offrait à moi. Et il y a un autre choix, mais là c'est le choix de la niaque, de la rage. Là c'est le lion qui est en moi qui m'a dit ma cocotte, ça, non, on fait pas ça. On a pris une année. Ouais. Au point où on en est. Je me suis dit Emma, t'as pris une année, mais fais le truc à fond. Tu me casses les pieds là depuis je sais pas combien d'années à me dire ah oui machin et tout, j'aimerais tellement. Et je me suis dit vas-y fais-le. T'y es. Fais-le, t'as pas le choix de toute façon. Et donc je me suis dit, let's go. D'aujourd'hui et maintenant. Et j'arrive au point d'aujourd'hui et maintenant de me dire, ok, je me fais kiffer. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est de coudre, c'est YouTube, c'est de partager avec les filles. Et dans le truc de créativité, il y a eu ça s'est imposé à moi, en fait, les étiquettes. Vraiment, c'est comme j'expliquais. Vraiment, je me baladais dans les bois avec ma chienne, Nox. C'est toujours là où j'ai mes idées, de toute façon, me demandez pas pourquoi. Il y avait le cuicui des oiseaux, c'est le début du printemps. Et je me suis dit, mais les étiquettes, quoi. Les étiquettes de fun, de couleurs, des étiquettes décalées. D'accord, mais à partir du moment où t'as l'idée, et au moment où on lance le site, il y a un process. Il y a un grand process, ouais. Il y a un process. Est-ce qu'on parle du process maintenant ? Ouais. Non, moi j'aimerais bien qu'on parle de ton truc et après on reviendra au process si tu veux bien. Parce que j'ai l'impression que ça fait quand même 3 heures que je parle. Hein. Non mais c'est intéressant du coup, on parle du process et puis on arrive à la finalité d'aujourd'hui et puis on en parle après. Aujourd'hui et du business. C'est intéressant, c'est super. J'adore comment... Tu vois mon esprit quand même un petit peu structuré et on aime les lignes du temps, tout ça, j'aime bien. Mais tu as raison. Tu vois, je ne vais pas contre toi. Alors, on t'écoute, Caro. Eh bien, du coup, pour parler de mon parcours, on en avait brièvement touché un mot lorsqu'on avait parlé, je ne sais plus sur quel sujet, d'un autre podcast. Moi, c'est venu un jour en regardant un Disney. Voilà, quand j'étais petite. Emma ferme les yeux doucement, mais on en reparlera. Donc oui, grande fan de Disney, mais Disney film, et je regarde À nous 4, qui s'appelle Parent Trap en anglais, je pense, où Lindsay Lohan a une jumelle et elles sont séparées à la naissance. Le papa est en Amérique avec une, la maman est à Londres avec la deuxième. Si, je crois que je l'ai dû le voir, celui-là, dans ma jeunesse. Je regarde encore et encore et encore. Et dans ce film, la maman est créatrice de robes de mariée. Elle fait les robes de mariée et à un moment donné, dans le film, elle a même créé un modèle pour une princesse. Et ça me reste. C'est vraiment, je devais avoir 10 ans. Et puis, les années passent. J'étais 12, 13 ans. Et puis là, on commence à me dire, qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Enfin, comme tous les gens disent. Et voilà, et j'ai ce truc en moi de me dire, je voudrais créer des robes de mariée. Et puis je le dis pas très fort, parce que voilà, il faut avoir l'ambition, comment on dit, la puissance de ses ambitions, la force de ses ambitions. Et là, j'étais, j'ose pas trop le dire. Mais voilà, ma maman est au courant, que j'en parle pas trop. Et puis je continue dans le général de faire ma voie générale parce que je veux pouvoir, si un jour de me dire en fait je veux faire médecine ou en fait je veux être astronaute, ça doit être toujours possible. Donc je veux pas me cantonner à ça. Je me dis je me laisse grandir, je continue et puis arrive du coup la fin de mes secondaires, donc la fin du lycée pour vous. J'ai 18 ans, non même un peu avant, je mens. Et là à l'école ça va plus trop. J'ai un peu de mal, je redouble ma 4e et pour vous je pense que c'est la 3e, donc c'est 2 ans avant la fin du lycée. Vous allez donc à l'inverse de nous au niveau des études, enfin bref, c'est un peu le bordel au niveau du comptage des années, mais donc j'arrive à ce moment-là. Et là, ça va plus trop à l'école, mais enfin bref, ça va plus trop de ma vie à ce moment-là. Mes parents divorcent, machin, et je dois changer d'option. Et je me dis, je vais quand même peut-être prendre art.
je vais quand même peut-être prendre transition art. Donc, ça me permet de toujours faire astronaute si je veux. Mais j'ai quand même un peu d'art dans mes études. Et j'ai comme sujet de cours le dessin et l'histoire de l'art. L'histoire de l'art m'intéresse. Voilà, j'ai le dessin. Je dessine depuis toute petite. Hein. J'ai fait des bracelets brésiliens, tout ça depuis toute petite. Et je dessine beaucoup. Et donc là, je commence à me professionnaliser un petit peu en dessin. Enfin, en tout cas, en technique, hein, parce que je dessine quand même toujours très mal. Mais bref, donc je termine les secondaires, le lycée pour vous. Et là, l'heure est à choisir les études supérieures. Je n'ai jamais touché une machine à coudre. Je ne fais que du dessin, mais je veux être styliste. Parce que c'est la classe de dire, je veux créer des robes de mariée. Je veux être un jour Karl Lagerfeld. Ça me... Voilà. Et puis je dis, bon allez, je commence à l'assumer. Donc, je commence en études supérieures, je visite des écoles. Il y avait 2 écoles en Belgique. Une où on faisait de la création. Vraiment, on sort de la styliste. Et une autre où on sort de la technicienne. Et pourquoi l'une ne m'intéressait pas l'autre il y en a une qui se fait en 5 ans, là où on crée des stylistes. Mais on peut faire les vêtements et on peut les fermer avec des agrafes. C'est vraiment... On sort des créatifs. Et puis, il y a un concours pour rentrer dans l'école, etc. Et je m'en sens... pas spécialement capable. J'ai pas envie de le passer. Et donc, du coup, il y a l'autre école en 3 ans où je me dis, bon, on va tenter ça. Et si vraiment je sens que ça m'appelle, après, pourquoi pas changer? Voilà, on verra. Mais au moins, je mets un pied dedans. Donc, j'ai 18 ans et je rentre en école de stylisme-modélisme. Donc, c'était vraiment le titre de mon diplôme, styliste-modéliste. Et je passe 3 ans où je rencontre donc mon mannequin, Betty, mon buste, Betty, et d'autres personnes. C'était dans quelle ville ton école, là? Bruxelles. Ah ouais. Moi, je suis donc obligée de prendre un cote et d'emménager avec des cocoteuses, voilà, qui ne sont pas dans le même type d'études que moi. Mais donc voilà, je quitte mes parents, je quitte ma ville natale, mon village, hein, parce que moi, je viens d'un petit village. Et donc voilà, la grande ville, la grande vie. Et pour rebondir un petit peu à ce que je parlerai après sur en termes de représentation de forme, parce que tu parlais de représentation, c'est ce moment où voilà, je suis livrée à moi-même et je grossis très fort. Aussi à faire manger des pâtes tout le temps et je suis extrêmement mal dans ma peau. J'ai des copines, mais je ne sors pas du tout parce que les études sont très coûteuses. Ces 3 ans, les études de stylisme, c'est hyper coûteux. Et je sais que j'ai pas droit à l'erreur. Donc, j'ai pas droit de redoubler. Ça sera pas possible. C'est retour au village si jamais ça, voilà. Donc, je me donne corps et âme pour réussir. Je me disais, j'ai pas toujours eu facile à l'école. Et vraiment, je veux pas imposer ça à mes parents. Je veux pas imposer de doubler, de devoir renoncer à ça. Et en mettant toute mon âme et toute mon énergie, je n'arrive pas non plus à prendre un job sur le côté. Donc vraiment, voilà, mes parents me disent, voilà, c'est ok pour payer les études, mais il faut le faire à fond. On paye tes études et on paye ton cote, le train pour revenir le week-end, etc. Mais voilà, il n'y a pas de ratage possible. Et donc, je passe 3 ans, vraiment 3 ans enfermée entre l'école et mon appart. Je me souviens d'un jour, pour l'anecdote, où sur le chemin du métro, il y a toutes mes copines qui descendent sur la Grand Place de Bruxelles parce qu'il y a un nouvel artiste qui fait un concert gratuit. On commence à en entendre parler. La chanson, c'est Alors on danse. Il donne un concert gratuit sur la place de Bruxelles. Et elles descendent toutes. Et je me souviens de les regarder et de dire non, j'y vais pas. J'y vais pas, je suis rentrée travailler et j'ai raté le concert gratuit de Stromae. Waouh. Voilà. Ah ouais, d'accord. T'étais à ce niveau-là de... Ah ouais, mais franchement, bravo, Caro. Je suis sortie un petit peu, bah voilà, dans Bruxelles, je connaissais un ou 2 bars de temps en temps, mais voilà, j'ai des copines qui ont fait leur baptême, voilà, qui sont des grosses guirnailleuses, qui ont réussi, hein, voilà, et je ne comprenais pas comment elles arrivaient à mener les deux, et voilà, j'étais vraiment focus. J'ai chaque année, alors pour le truc très drôle, c'est que chaque année, j'ai eu un redoublage, pas une redoublage, une repêche, je sais pas comment vous dites, voilà, j'avais un cours qui pêchait. Ouais. Okay. Et que je devais repasser en septembre. Chaque année, c'était patronage. Patronage, ça passait pas. Voilà, Monsieur Baquet, si vous passez par ici, vraiment, je vous aime de tout mon cœur. Mais vraiment, c'est sincère parce que vraiment, il a cru en moi jusqu'au bout. Et
donc voilà, je sors de ces 3 ans d'études avec comme idée de faire des robes de mariée. Au moment où nous aussi on doit choisir un stage en entreprise, je choisis un stage où je vais créer des robes de mariée. Je passe un moment incroyable. C'était plus de 3 mois dans une entreprise de création de robes de mariée à Liège. Avec une équipe super, voilà, où Ah oui, mais attends, à Liège, ça veut dire que t'as dû reprendre une cote à Liège. Comment t'as fait? Alors là, pour le truc, c'était justement pour arrêter de payer un cote. Et du coup, on a arrêté de payer le cote à Bruxelles. J'ai vécu, ma dernière année, j'ai vécu chez ma tante, j'ai vécu chez mon tonton. Et puis bon, c'était plus pour plus payer d'appart. Et quand j'étais à Liège, je prenais le train pendant 1 heure de train pour aller faire mon stage en entreprise pour éviter de payer un appart à ce moment-là. Et donc voilà, je faisais les trajets, mais après c'était j'écrivais mon travail de fin d'études dans le train. Enfin bref, ça a été une aventure d'étudiante, hein, une vie d'étudiante. Et là, à ce moment-là, pendant mon stage, je vivais chez ma maman. Et donc voilà, j'arrive à la fin de ces 3 ans d'études. Mes stages se passent super bien. Donc, j'ai fait un stage en robe de mariée sur mesure et un stage en robe de mariée prête à porter et un stage en chapellerie pour faire des chapeaux de cérémonie. Donc, c'était super créatif. Là, c'était vraiment très inspirant. Je passe mes examens, je sors ma collection de fin d'année où il fallait faire des planches tendance, une collection de 5 modèles complètement complètement à la main, où c'est la folie, on coud, on fait des prototypes, on recoud, on a des mannequins qui portent nos vêtements, qui parfois grossissent, maigrissent, on réajuste, les profs passent par là, nous disent ah non ça c'est pas assez ajusté, ta pince, alors les profs, ils arrivent et ils disent là, il y a des erreurs, là, il y a des erreurs, là, il y a des erreurs. Et toi, t'es là, t'as les erreurs, t'as ton patronage, t'as ton prototype, t'es là, putain, comment je vais faire fitter ce truc? Et puis après, quand tu coupes dans les bons tissus, ça va pas encore. Enfin bref, des fittings et des fittings et des fittings plus tard, j'obtiens et j'ai des cours d'histoire de l'art également pendant mes cours là. Et j'obtiens mon diplôme avec distinction. Donc il y a grande distinction, c'est en dessous. Et je pense que c'est un des jours où j'ai été le plus fière de ma vie. Vraiment, quand j'ai eu ce papier, j'ai voulu appeler ma maman, elle a pas décroché. J'ai appelé ma grand-mère qui était la première et on pleure au téléphone. Et puis j'appelle ma mère qui pleure au téléphone parce que quand on vit ce genre d'études à fond, il y avait pas que moi derrière. Enfin voilà, mais ma maman bien sûr. a suivi toutes mes crises d'angoisse, tous ces moments où parce que j'ai vécu des trucs vraiment angoissés, à pleurer, des nuits blanches pendant 3 ans. Je me souviens que la dernière semaine, j'ai pas dormi pendant toute la semaine, du lundi au vendredi. Je dormais par 2 minutes, je mettais mon chrono 2 minutes, je m'endormais 2 minutes, je me réveillais et je continuais à coudre. Mon Dieu, pour rendre ma collection de fin d'année, parce que c'était au 3e étage qu'on avait cours, je montais 3 escaliers, je faisais une pause. Et je remontais. Et en fait, il y a un truc qui se passe dans le cerveau quand on le prive de sommeil. C'est un peu comme, voilà, quand on dit quand on est drogué. En fait, c'est vraiment, t'as un truc d'adrénaline puissant. Et puis après, j'ai dormi. Je me souviens, je suis rentrée, j'ai remis mon truc. Je suis remontée chez mon tonton, je vivais à ce moment-là. Je me suis assise et j'ai dormi et j'ai dit ok là je dors pendant la semaine et je ne ferai plus jamais ça sur mes heures de sommeil et voilà. Et puis j'ai eu ma distinction, bref, et puis me voilà arrivée dans le monde du travail parce que moi aussi je parle sur mon parcours, mais me voilà arrivée dans le monde du travail, donc diplômée, et là je me dis bon il faut que j'arrive à faire un peu de sous, et j'ai un truc en tête, c'est de voyager. Je me dis mais pour pouvoir voyager, où est-ce que je voyage? Est-ce que je peux voyager en rapport avec mes études, en fonction de ce que je veux faire? Est-ce que je veux toujours faire de la robe de mariée? Mes lieux de stage ne peuvent pas m'engager. Il me faut des sous. Je ne peux pas payer d'appart moi-même. Je ne dois plus être à charge de mes parents. Enfin bref, il y a tout un melting pot. Peut-être découvrir l'Italie et l'Angleterre parce que c'est 2 pôles de mode, Londres et Milan. Je commence à prendre des cours d'italien et je commence à travailler... il y a un magasin, voilà, ma voisine de l'époque est manager dans un magasin de prêt-à-porter.
Je vais là comme étudiante. J'avais été là comme étudiante l'année d'avant pendant les vacances scolaires. Ouais. Et donc, voilà, elle me dit, écoute, on a un nouveau magasin, on engage, ça te dit, vente de prêt-à-porter, allez, go. J'ai pas de voiture, je peux partir avec elle en voiture, donc je n'ai pas de dépenses à faire au niveau de la voiture. Pratique, ouais. Je pars avec elle, je me retrouve donc salariée dans le prêt-à-porter, et là, c'est la délivrance. C'est le truc, voilà, ça fait 3 ans que je sors pas de chez moi. Là, je commence à avoir des sous. Je me retrouve avec une équipe de nanas. On vend des fringues. Je conseille des trucs. Moi, j'habitue mon œil à voir des fesses de femmes et leur dire, elles me disent, voilà, je dois pas avoir une petite tenue, etc. C'est très léger. Tu vois plein de morphologies différentes en plus. Je vois plein de morphos, j'habille plein de morphos et je passe aussi du temps avec des clientes qui me disent, voilà, je me sens pas belle, etc. Pas belle, pas bien dans mon corps. Et je me dis, écoutez, voilà, qu'est-ce qui vous va d'habitude? Vraiment, j'affine mon contact client. J'adore ça. J'adore ça. C'est ce que j'allais te dire, mais c'est fou parce que quand t'en parles, je vois que c'est quelque chose qui te plaît, alors que ça n'a rien à voir avec ton rêve de départ et tes études. C'est ça. Et en fait, plus j'avance, plus j'évolue, plus je me renseigne aussi dans le niveau dans la mode, plus je sens que ça va en contradiction avec quelque chose qui est très fort en moi, c'est l'écologie. D'accord. Qui est là depuis un moment, et avec ce truc de créer des vêtements, créer tout le temps, que je vois des collections qui arrivent. Ouais. Et puis, dans la mode, à ce moment-là, on commence seulement à parler d'arrêt de la fourrure dans les collections. Oui, ouais. Et donc, c'est quelque chose, je me dis, putain, mais si je dois faire des collections, si mon rêve est de faire des collections avec Karl Lagerfeld, moi, je suis incapable de me dire de travailler de la fourrure. Alors, on avait un cours à l'école où on avait dû... on avait eu une introduction à la fourrure à l'école, et on avait... voilà, je l'avais fait et je m'étais vraiment pas sentie bien. Voir si ça pouvait coller ou pas avec ce qu'on pouvait proposer. Et c'est quelque chose qui était pas aligné avec moi. Et puis, plus j'avance, et puis 1 an se passe, je commence à avoir des sous, je m'achète ma première... je rachète la voiture à ma maman, vraiment un truc... voilà. Voilà, ma maman qui a toujours été derrière moi, mais... a donné tout ce qu'elle pouvait pour... T'as toujours beaucoup soutenu, ouais. Ouais, c'est beau, ça. Mais vraiment, quand je dis mes crises d'angoisse, je faisais énormément de crises d'angoisse, j'en fais moins, mais elle a toujours été là vraiment à être... elle a vécu toute l'histoire avec moi, et quand j'ai commencé à avoir un salaire dans la vente, ça a été quelque chose qui l'a aussi soulagé aussi financièrement, bref. Et donc, ça a continué, je m'éclatais vraiment. J'étais, on repliait les fringues le matin parce qu'on n'avait pas beaucoup de clientes, on parlait avec les copines, et puis il y avait des dramas toutes les semaines parce qu'un groupe de filles, bref. 4 ans dans la vente, qui m'a permis de rencontrer mon compagnon, parce que ma meilleure copine du magasin... pour l'anecdote, disait, je veux te voir à Noël, je vais trouver quelqu'un de célibataire dans ma famille parce que je veux que tu restes pour toute la vie avec moi. Et le mari de son cousin passant par là un jour dit, mais elle est pas mal ta collègue, et puis voilà. Mais et je la vois toujours à Noël chaque année, du coup, depuis 10 ans. Mais donc ma collègue est restée, et donc, je passe 4 ans, et puis mes collègues d'amour commencent à partir, à avoir des autres ambitions professionnelles. Ouais. Et voilà, et moi je me dis que je vais peut-être pas rester dans la vente toute ma vie. Je sens que j'ai un peu fait le tour. Je postule pour gravir les échelons parce que j'ai ce truc en moi très ambitieuse quand même. J'essaye d'être sous-chef, d'être chef. Je postule, à chaque fois on me regarde. Moi c'est une vaste blague. À chaque fois il y a personne qui me prend en sérieux. Et donc c'est un peu frustrant. Je commence à postuler aussi dans des boîtes de stylisme. Et je n'ai pas... En fait, tout le monde demande dans les boîtes de stylisme un stage, de faire un stage non rémunéré. En Belgique, les stages sont non rémunérés. Okay. Ouais. Et moi, je peux pas me permettre de commencer à faire un stage avant d'être engagée. Donc, j'essaye, je postule, mais j'ai pas d'expérience en tant que de travailleuse dans la mode, et donc j'ai dû faire 1 milliard de CV qui n'ont jamais été pris, et puis un jour je me dis s'il y a personne qui veut m'engager, je vais m'engager moi-même en fait. et je commence à réfléchir un peu quelles sont les possibilités de quitter un travail, de peut-être pouvoir revenir dans la vente si jamais ça ne va pas. Oui. Donc un peu comme toi.
Et je commence à créer à ce moment-là des foulards. On voit les foulards Shana, beaucoup à l'époque, les foulards 4 carrés, qui sont des... Et donc, je me dis, moi aussi, je vais créer un peu des foulards. Et puis, le magasin pour qui je travaille me dit, écoute, si tu fais des foulards, nous, on peut t'acheter une collection, quoi. Et là, ça me motive. Je commence à faire des foulards. Ouais. La couture, j'ai abandonné ça pendant un moment, pendant toutes mes études. Est-ce que j'allais te dire aussi, mais pendant les 4 ans, là, où t'es vendeuse? Ouais, la couture, pas du tout. Rien. Ah, ça te... Ah ouais, ça va être... J'ai vraiment ce truc dans le rapport avec les clients, le rapport avec les fringues, le rapport avec les morphologies. Je deviens la référence ultime dans le magasin pour les pantalons. J'ai adoré ça. Quand il y a une dame qui disait je trouve pas de pantalon à ma morphologie, allez, attendez, je connaissais toutes les marques, toutes les coupes. Ah, oui. En un coup d'œil, je voyais le popotin, le tour de taille, etc. Et puis on a des formations aussi de colorimétrie dans le magasin. Et donc ça, c'est très intéressant. Parce que ce qui aurait pu aussi te plaire, parce que tu sais que tu aimes le contact client et conseiller, à aucun moment tu t'es dit, mais pourquoi j'ouvrirais pas ma boutique à moi, ma petite boutique? Vous êtes arrivé à la fin de la première partie de ce podcast. N'oubliez pas de changer de chaîne. Pour écouter la suite de ce super podcast, le lien est en description. À tout de suite.